Mathieu Baudin, bonsoir. Mathieu, vous êtes le premier acteur du changement à nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes historien, prospectiviste. Vous avez créé il y a 2 ans l'Institut des Futurs Souhaitables. L'Institut des Futurs Souhaitables, c'est un think, un do tank prospectif qui s'est donné pour ambition toute simple, inspirer des futurs souhaitables, parce qu'au pire, ça marche. Mathieu, bonsoir, merci beaucoup de vous prêter au jeu de ce dialogue. Et là, j'ai qu'une envie, c'est que le grill est allumé, le Monsieur Weber est présent parmi nous avec Niels, et voilà, les questions vont fuser. Merci beaucoup Mathieu d'être avec nous au Cube. Vous êtes un poète de la transition matinée d'un explorateur de nouvelles utopies. Nous aimons vous écouter, vous nous inspirez, merci d'être là. Alors, vous avez imaginé une nouvelle confrérie dont vous faites partie, celle des conspirateurs positifs, Éloi vient de la citer. Elle rassemble les Christophe Colomb de demain, les utopistes, les adeptes de la praxis et du « au pire, ça marche ». Ces membres se nomment, je vous cite, les créatifs culturels, ils seraient 25% de la population des pays industrialisés, les rêveurs de possibles, des prospectivistes qui travaillent auprès des artistes, peut-être même les artistes eux-mêmes d'ailleurs, les compteurs de l'immatériel qui savent calculer la vraie valeur de l'entreprise, les transitionneurs, j'adore, qui sèvrent les villes de leur dépendance énergétique, des Rifkiniens, ou encore des détours opérateurs qui nous emmènent explorer les futurs souhaitables. Alors vous avez présenté cette confrérie qu'un Cervantes ou un Garcia Marquez n'aurait pas renié dans un Olympia bondé, et la salle tout entière s'est reconnue dans ce miroir que vous lui tendiez. Cela a dû être un grand moment pour vous, j'imagine, de vivre cette standing adhésion. C'était juste à toi. Avec le micro, si vous plaît. C'était évidemment un moment fantastique pour la simple et bonne raison que quand vous êtes artiste, faire l'Olympia, c'est fantastique, mais quand vous ne l'êtes pas, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est vraiment un heureux hasard, et à la fin, quand 1200 personnes arrivent à participer de leur énergie d'une égrégore, vous sentez que vous êtes dans l'air du temps. Le sens de l'histoire, finalement, elle s'est levée d'un seul homme. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ah oui, plus que ça même. J'ai même sur la vidéo un pas de retrait. Je suis tellement surpris par l'énergie de 1200 personnes. On peut encore se le dire, ce que ça fait 1200 personnes. Mais non, quand on le vit, il y a quelque chose. Et on a envie que ça dure en 40 ans. Les 40 prochaines années, par exemple. Chiche. Marianne? Ah non, Niels. Je commente. Hein. Vous dites qu'en 2030, nous arriverons à un point de non-retour. 8 milliards d'humains, pénurie de matières premières, limite du système économique actuel, etc., etc. Mais cette menace, dites-vous, est une opportunité, le fameux mot crise en chinois. Nous vivons dans un interrègne, je vous cite, où il nous faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Vous aurez reconnu Antonio Gramsci. Alain ne dit pas autre chose. Si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. C'est donc bien sur le vouloir qu'il nous faut construire une nouvelle arche collective. Mais Vincent Cespedes, qui était au Cube il n'y a pas longtemps, que vous avez entendu il y a 2 minutes, nous a dit donc que nous sommes dans une société du hélas, déprimée, sans rebond, sans vouloir. Partagez-vous ce point de vue ? Que la société ait des aspects par trop agaçants de pessimisme, oui, dont acte, mais ce n'est pas une fin en soi. Je pense qu'on peut prendre aussi cette opportunité. Dès qu'on a une fêlure dans cette sinistrose ambiante, on voit comment les Français ont envie de s'engouffrer dans cette fêlure. Je vois que le Happy de Pharrell Williams, qui a eu des répliques internationales et donc nationales partout dans le monde, le pays qui a eu le plus de répliques, c'est la France, et ça ne m'étonne pas du tout, quoi. Donc il y a une appétence aussi à quelque chose de différent, comme si cet obscurantisme qui nous nimbait commence à nous tétaniser. Eh bien, on est aussi la patrie de la philosophie des Lumières, et dès que la brèche passe, ça tombe bien, parce que grâce à ça, on peut voir cette lumière-là. Donc on a les deux. Voilà. Et le French Flair qui fait la surprise des Anglais et la fierté des rugbymen, il est toujours là aussi, et pour la réinvention du monde. Alors moi je vous entends, je vous ai entendu, je vous crois, j'ai envie de vous croire, j'adhère à fond, je suis total derrière vous, je fais partie de votre confrérie, il n'y a pas de problème. Mais il y a un petit mais que je voudrais évoquer et avoir votre point de vue. Vous avez dû voir passer récemment la lettre ouverte de Matthias Döpfner, qui est le PDG du groupe Springer, donc un géant de la presse européenne, à Eric Schmidt, le patron de Google.
Je vais vous en lire quelques extraits. C'est une lettre qui est longue et très bien rédigée. J'ai juste sélectionné quelques extraits. Assez court, les extraits. Voilà. Et j'étais sûr qu'Éloi dirait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais L'habitude. Voilà, on ne peut pas travailler sérieusement ici. Donc, non, rassure-toi, j'en ai vraiment pris que des petits extraits. Donc, j'invite les gens à lire la lettre dans son intégralité, parce que bien entendu, quand on sort les choses de leur contexte, ça peut être prêté à interprétation. Néanmoins, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc, je lis ces extraits. Google détient en Allemagne pour le moment une part de marché dans les moteurs de recherche de 91,2%. Ainsi, la déclaration « Si Google ne vous convient pas, vous pouvez vous désinscrire et aller ailleurs » est à peu près aussi réaliste que le conseil d'un adversaire du nucléaire à renoncer simplement à l'électricité. 3 petits points. Lorsque Google modifie un algorithme, le trafic dans l'une de nos filiales s'effondre à 70% en quelques jours. Cela est un fait avéré. Et cette filiale étant une concurrente de Google, il s'agit là certainement d'un hasard. Nous avons peur de Google. C'était d'ailleurs le titre de son article. Nous avons peur de Google. Je dois le dire une bonne fois pour toutes et sincèrement, car presque aucun de mes collègues n'ose le faire publiquement. Vous-même l'avez écrit dans votre livre, nous sommes convaincus que des portails comme Google... Ah ben voilà, c'est la magie de Google. Ils sont trop forts. C'est Échelon qui a dû marcher. Vous-même l'avez écrit dans votre livre, nous sommes convaincus que des portails comme Google, Facebook, Amazon et Apple sont de loin beaucoup plus puissants que la plupart des gens ne l'imaginent. Leur pouvoir repose sur leur capacité à croître de manière exponentielle. Je continue, Éloi. Vous savez parfaitement ce qu'une discrimination et un affaiblissement de la concurrence signifient à long terme, que Google continuera de développer en toute impunité sa supériorité sur le marché et surtout que l'économie numérique européenne s'affaiblira toujours davantage. Google explore plus d'un demi-milliard d'adresses Internet. Google en sait davantage sur chaque citoyen actif dans le monde numérique que George Orwell n'a osé l'imaginer dans ses visions les plus audacieuses de 1984. L'une de vos citations n'est pas sans m'inquiéter. En 2009, vous affirmez « S'il y a des choses que vous ne voulez pas que d'autres apprennent, dans ce cas, vous ne devriez pas les faire ». Une telle phrase n'étonnerait personne venant du chef de la Stasi ou encore service secret d'une dictature. L'essence de la liberté est précisément le fait que je ne suis pas astreint à révéler tout ce que je fais, que j'ai un droit à la discrétion et même d'avoir des secrets, et que je peux décider moi-même de ce que je souhaite livrer de ma personne. Dans ce contexte, j'éprouve de grandes inquiétudes en apprenant que Google, qui vient d'annoncer son rachat de constructeur de drones Titan Aerospace, soutiendrait, tenez-vous bien, depuis quelque temps la construction prévue d'énormes navires et d'unités de travail flottantes qui pourraient croiser et opérer en haute mer, dans des eaux qui ne sont plus sous l'autorité d'aucun État. Quelle est la raison de ce développement ? Faut-il comprendre que Google projette d'opérer dans un espace de non-droit, sans bureau antitrust importun ni protection des données, une sorte de super-État qui pourra louvoyer en paix à côté des États ? Votre réaction ? Ma réaction, c'est que Persepolis, du temps de Darius, c'était déjà un living lab fantastique. Et je pense qu'on pouvait dire à peu près la même chose de Darius ou de Xerxès. Cette suprapuissance Babylone la Grande, celle qui tétanisait tous les peuples de la Grèce, fussent-ils avec les philosophes. Donc des empires assez puissants pour penser qu'il n'y a pas d'alternative en dehors d'eux, en tout temps, il y en a eu. Donc historiquement, c'est le nôtre. Voilà, c'est notre Darius Arnoux. Et bien justement, vous parliez de la confrérie des conspirateurs positifs. Ben nous, on est 300. Et dans les Thermopyles, on peut encore faire une ligne. Voilà. Ça aussi, il a fallu 300 Spartiates pour arrêter Xerxès, par exemple. Donc il y a toujours des hommes, et c'est la puissance et la grandeur de l'homme, que de pouvoir dire, là, je fais différemment. Donc ça reste optimiste. L'autre chose, on est en ce moment entre soit le pire cauchemar d'Orwell, Google, soit le kiff ultime de Diderot d'Alembert. Moi, je pense que si Diderot d'Alembert avait cette période-là de notre existence, avec ce numérique-là, ils auraient fait une encyclopédie interactive, kinesthésique, sensitive, ils nous auraient fait toucher la couleur, ils seraient allés tellement plus loin. Donc on est dans une phase de créativité avec un outil, Google, qui s'il a une intention, et c'est bien l'intention des hommes qui sont derrière Google qui en est la cause, là, c'est ça qu'il faut condamner. Mais à nous de jouer de cet outil pour faire un monde peut-être différent. Autre chose, je note que mes amis autour de moi reprennent le crayon et le papier. Des artistes notamment, parce qu'ils disent ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. Cette simplicité de l'outil et cette créativité et cette puissance imaginaire qui est la mienne. Donc, vous mélangez tout ça et vous vous ménagez des pistes de liberté individuelle, des réseaux et des modes d'action collective pour faire différemment,
et vous êtes vigilant face à un Darius et un Xerxès qui peut-être a des intentions qu'il ne nous a pas encore dévoilées. Est-ce que vous voyez néanmoins des leurres, des illusions ou des limites à la société du partage et vous-même, dans votre pratique avec les conspirateurs positifs, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la coordination des petits îlots de résistance avec tous ces explorateurs du monde nouveau ? Alors la limite, elle est structurelle, mais je crois qu'elle est liée à l'entre-deux mondes, en fait. C'est là où c'est difficile. Quand vous êtes pionnier, vous arrivez, vous avez tout l'espace devant vous, quasi vierge, avec de la nature et tout ça, mais vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez qu'une pioche, il fait chaud, il n'y a pas de climatiseur. Donc, on est dans cette difficulté-là. N'empêche qu'on a l'opportunité de voir des terrains incognita fantastiques. La limite, c'est l'argent, évidemment. C'est le fluide argent qui permettrait d'aller tellement plus vite, tellement plus loin. Alors, il est minoré finalement par notre envie d'aller peut-être un peu slow, un peu différemment. Donc finalement, on ne souffre pas tellement de ça. Mais s'il y avait une allocation de cette énergie argent pour incuber ces explorateurs qui sont peut-être la réalité de demain, c'est sûr que ce serait plus facile, et ce serait plus facile pour la question dont on va parler au Forum Changer d'air. Donc l'allocation énergie-argent aujourd'hui dans la réinvention, on met plus à colmater des brèches qui de toute façon vont être submergées qu'à mettre des petits moyens pour peut-être des grandes choses. Ça, pour moi, c'est la plus grande des difficultés. Et toujours dans la série Apocalypse. Je vois, c'est sympa la thématique. C'est original. Oui, personne n'en parle. Vraiment. Il y a pas mal de personnes qui redoutent. On pensait que la société du partage, ça horizontaliserait, ça créerait comme ça. Ça crée plein de collaborations, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des réactions communautaristes, rigides. Certains craignent plein de montées fanatiques, etc. Vous pensez que c'est une résurrection avant vous qui avez ce recul, cette perspective historique, cet amour de la résilience et des conspirateurs positifs? Est-ce que vous pensez que il y a un risque de tomber justement dans la prédiction de Marcel Gauchet, historien, philosophe, qui disait il y a un risque donc d'une société alvéolaire en coquillet à confort intellectuel maximal et coexistence physique minimale? Ouais. Sauf que ce n'est que mon avis, mais les AMAP, si je la trouve via Internet, le produit il est quand même fait dans de la terre, par des paysans qui le cultivent avec l'amour, avec un soleil qui arrive en direct. Après, il y a un transport vers des gens qui sont désireux d'avoir ce produit-là, et le web est juste le média, c'est pas la fin en soi. Donc si on sait utiliser l'outil, comme l'homme l'a toujours fait, soit pour détruire, soit pour faire des choses, on est encore dans cet libre examinisme quand même de pouvoir faire ça. Moi, je trouve qu'on est très connectif en ce moment. On se lie les uns aux autres, ne serait-ce que par la connaissance, et que la prochaine évolution, si ce n'est la révolution, c'est d'être collectif, de faire vraiment société. Et le petit plus qui va être une grande innovation, c'est que pour l'instant, on est des îlots de résistants, les résistants du monde d'après. On se coordonne un peu partout, on sait qu'on existe, on n'a pas un but supra, on n'a pas un acte total social qui pourrait supplanter ça, parce qu'on aime tellement cette petite liberté que le système ne nous accorde pas, qu'on est assez désireux d'être petit, en famille, en Fab Lab, en garage. Et donc, comment on va faire pour aller plus loin ensemble ? Moi, je pense que par l'exemple, on va amener des gens avec nous. Juste, putain, il y a une bonne ambiance ici. Ils ont l'air heureux, ils sont créatifs, ils ont l'air libres. Si on faisait pareil, ben vas-y, crée ton Fab Lab. T'es où ? T'es à Mans dans Lozère ? Tiens, regarde, tu peux tout faire là, c'est simple. Avec pas grand-chose, tu commences et au pire, ça marche. C'est plus lent, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace qu'un système qui serait fédéral et qui rentrerait pas en résonance avec cette énergie-là. L'autre bonne nouvelle, c'est que ça pousse de partout. Là, enfin, je veux dire, ne soyez pas triste, le chaos dont acte, ok, très bien, mais c'est surtout le nouveau monde, il est déjà là, quoi. C'est pas dans 20 ans, c'est ici et maintenant, et ça tire de partout. Le bruit de la forêt qui pousse fait plus de bruit que l'arbre qui tombe, soyez-en assurés. Moi, je vais poser une question à Véronique. Est-ce que vous ne croyez pas qu'un des grands défis actuels pour trouver un des socles de cette société du partage, un des fondements structurels, c'est la parité qu'il faudrait une fois pour toutes arriver à instituer,
Est-ce que vous ne voyez pas que c'est en tout cas le grand défi de la génération des years, Oui. pour le coup? Je ne crois pas que ce soit un vrai défi pour eux, en fait. J'ai l'impression que c'est évident. Quand je discute avec des jeunes gens qui ont la vingtaine, la trentaine, je crois que pour eux, c'est un petit peu acquis, ça, qu'il y ait une parité et qu'il n'y a pas de différence en réalité. Nous, plus seniors, on insiste beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'au Forum Changer d'air, par exemple, on a vraiment autant d'hommes que de femmes. Enfin, je n'ai pas fait un décompte précis, mais on est vraiment autant d'hommes que femmes. Et puis plus de jeunes que de seniors, parce que c'est eux qui bossent aujourd'hui. Et on est là pour les aider à avancer ensemble. Mais je pense que cette question-là, elle est récurrente et puis elle n'est pas encore réglée. La loi peut la régler en partie dans l'univers du travail. Après, c'est quand même les mentalités. Et plus ce sont des gens qui arrivent à 30, 40 ans, qui commencent à occuper des postes importants de recrutement notamment, et j'espère en politique aussi qu'on aura un petit peu de sang neuf. Je pense, moi je suis assez optimiste par nature, mais je pense que les femmes vont trouver leur place de plus en plus. Oui, moi je rêve d'une parité courageuse. Voilà. Partout, à tous les niveaux, et dans n'importe quel, aussi modeste soit le niveau de la réinvention. Voilà. Marianne, une petite question? J'ai un micro. Niels, ça va? Non, juste pour rebondir sur la question de la parité, je pense que la question de l'intergénérationnel, mais ça c'est aussi un sujet important du forum Changer d'air. Moi, il y a quelque chose que j'entends parfois, ou peut-être je ressens, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai des petits cheveux blancs, mais c'est le côté les years, la nouvelle génération qui arrive. Nous, on sait comment va être le monde de demain. Et finalement, les vieux, il y en a même certains qui le disent clairement, qui disent, allez hop, il faut les passer à la trappe. Pourquoi pas? Mais en même temps, je suis pas certain que c'est comme ça qu'on va construire le socle d'un monde. Parce que après la génération Y, il y aura la génération Z, et après la Z1, la Z2. Bon, je veux dire, c'est une histoire infinie. Donc, c'est plutôt de repenser la société autour de l'intergénérationnel qui nous permettra de construire quelque chose de durable. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Je crois que Mathieu, si tu voudrais. Moi, je pense que l'intergénérationnel, c'est important sans l'être, parce qu'en fait, c'est vraiment pas une question de génération. D'ailleurs, nous, on dit ayons le même âge numérique, pour citer Joël de René, qui aime bien cette phrase. Mais je pense d'ailleurs que si on pousse autant les jeunes gens et qu'on fonde autant d'espoir sur eux, c'est pas parce qu'ils sont spécialement meilleurs que nous, qu'ils ont un rêve plus grand. Je pense notamment aux générations des années 70 qui avaient beaucoup de rêves de collectivité, de monde meilleur, de partage. Vraiment, on était dans les mêmes aspirations quand même. Mais ils n'avaient pas les outils et ils n'avaient peut-être pas autant l'écoute de leurs parents. Aujourd'hui, nos jeunes gens ont tout l'avenir devant eux. Et ils ont des outils incroyables dont on n'a jamais eu l'usage avant. Aucune génération avant n'a eu cet usage. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, en tous les cas, je mise beaucoup sur eux pour ça, parce que eux peuvent changer le monde, ils ont l'écoute, ils ont les outils. Et nous, on est là pour travailler avec eux main dans la main, quoi. Juste avant que tu rebondisses également, un petit retour d'expérience du CUB qui, depuis 15 ans, donc bientôt, a des activités de médiation numérique pour tous les publics. Ça commence à 2 ans jusqu'à 86 ans. Et quand on a ouvert ici, on se disait, bon, on va choper les ados tout de suite, ça va être super, ça va aller tout seul. Les plus jeunes, on va aller les chercher dans les écoles. Et puis, les plus anciens, on les verra pas. On partait de cette idée préconçue. C'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que les plus jeunes, on les a effectivement captés par les écoles et ça s'est fait très facilement, mais voilà. Les ados, on les a pas vus. Il a fallu faire un boulot de folie pour aller les chercher. Pourquoi? Parce que les ados considéraient que l'Internet, c'était leur univers et que c'était pas des gens plus âgés qui allaient leur apprendre comment faire. Là, il y a beaucoup de choses à dire derrière ça, mais c'est un constat. Et puis, les seniors, en fait, ils étaient là, très présents, très rapidement. Et en fait, c'est eux qui... Pourquoi? Parce que c'est eux qui amenaient les petits-enfants. Et puis, plutôt que rester à rien faire derrière, dans le couloir, ils se sont dit, pourquoi pas moi? Et finalement, ils se sont mis à être extrêmement productifs, créatifs. Et il y a eu un dialogue intergénérationnel. Et j'en profite, juste terminer, pour dire que depuis 15 ans maintenant, on a tout un programme qui s'appelle justement, qui travaille sur l'intergénérationnel et qui devient je dirais, un petit modèle, entre guillemets, au niveau de Grand Paris Seine-Ouest, qui se réplique tous les ans, pendant plusieurs semaines, qui maintenant est connecté à Futur en Scène. Voilà, ça a bien fleuri, ça a bien poussé. Et en fait, ceux dont on pensait qu'ils allaient être les plus adeptes, les plus mobilisés sur les activités du CUB, les ados, c'est ceux qu'on a eu le plus de mal à capter.
Mathieu, une petite réaction? Oui, dans cette zone de métamorphose qu'on invente tous, quels que soient nos métiers, notre âge, notre envie, il y a de la place pour tout le monde. Je ne sais plus qui disait aujourd'hui, la science, c'est ce qu'un papa enseigne à son fils. Et la technique, c'est ce que le fils enseigne au père. On est dans cette zone de métamorphose où chacun a apporté de toute façon quelque chose. Les parents, le père, les fondamentaux peut-être, et peut-être la vitesse de la modernité pour la technique. Et j'aime bien l'image de Joël qui dit qu'on a l'âge numérique qu'on veut bien se donner. Sur le réseau, je ne sais pas si tu as des cheveux blancs. Je sais juste que tu as une agilité de l'esprit. Et ça me séduit et j'ai envie d'aller avec toi voir des contrées qui sont... Donc on est dans cette transition où il y a pas mal de choses qu'il faut repenser, y compris notre rapport avec l'autre, avec celui qui était plus ancien. Et la dernière chose, c'est qu'avant, c'était pas mieux, c'était meilleur. Et je trouve que nos anciens, ils nous le rappellent. Quand on angélise tellement le couchsurfing, on redécouvre... mais avant, ça s'appelait l'hospitalité, quoi. Donc, c'est bien de se le redire aussi, en termes historiques, et que des gens qui l'ont vécu te disent « c'est bien, t'as compris maintenant ». Voilà un beau mot de la fin, Mathieu. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous demander, vous allez sans doute vous croiser, peut-être que vous allez vous serrer la main, qui sait, peut-être faire une bise avec Adrien Aumont, peut-être, sur le chemin. Vous allez vous rencontrer, Adrien Aumont qui va nous rejoindre. Pendant ce temps-là, Véronique, moi j'ai une question sur Internet, une question de Underka. Est-ce qu'il y aura un forum